Serge, bonjour. Ravi de te retrouver. Ben écoutez, ravi aussi pour moi. On avait enregistré une émission, je le disais, en janvier sur le thème de la solidarité. Et puis à cette occasion, tu as présenté le métier de Dom Plus, qui est un métier qui n'est pas forcément connu du grand public. Alors, on va évidemment pas refaire une émission sur l'intermédiation. Pour autant, avant qu'on parle de ton actualité, est-ce que tu peux nous rappeler quand même, dans les grandes lignes, quel est le métier au quotidien de Dom Plus, et ça depuis plus de 20 ans? Tu viens d'y répondre, c'est le quotidien des personnes. Et finalement, l'idée, il y a 20 ans, même 22 ans, c'était que d'avoir imaginé quelque chose d'assez naturel, c'est que d'un côté, il y a une personne, c'est un tout, et de l'autre côté, il y a des réponses, des tiroirs, et il fallait reconnecter les personnes à ces tiroirs. Et il y avait un petit espace, un peu comme une fréquence radio. Ce petit espace, c'est l'intermédiation, c'est-à-dire prendre en compte la personne dans sa situation et essayer d'y trouver la possibilité d'une réponse. Et ça, de façon autonome, très important. Sans faire d'anglicisme, l'empowerment. Parce que, évidemment, plus je suis en situation de fragilité, et moins j'ai envie d'être en situation de fragilité. Donc, comment je rends les personnes responsables et autonomes dans leur situation. Et donc, ça prend en compte évidemment une notion d'accompagnement. Mais le mot accompagnement est encore plus simple que le mot intermédiation. 20 ans après, c'est aussi compliqué d'expliquer la notion d'intermédiation. Parce que c'est évident. Ouais. Et aujourd'hui, historiquement, Dom Plus accompagne les personnes via leur mutuelle d'assurance, principalement les syndicats également. En tout cas, c'est toujours via un contrat de protection. Alors effectivement, que ce soit un organisme tiers dont je suis ayant droit, alors ça peut être effectivement un organisme social, ça peut être une entreprise dont je suis le salarié, ça peut être un organisme de retraite, ça peut être une mutuelle. En tout cas, j'appartiens finalement, non pas à une clientèle protégée, mais je suis sur un public captif. Ouais. Et sauf que tout le monde n'a pas ce genre de service dans un de ces contrats d'assistance. Ça, c'est le constat que tu faisais déjà depuis un certain temps. Oui, alors bon, évidemment, ça pose toujours la question, et les personnes qui n'y ont pas accès. Donc il faut y avoir accès à travers son organisme. C'est une vraie question, c'est même une frustration à chaque fois qu'on me pose la question. Et chemin faisant, on s'est naturellement posé, alors en tant qu'entreprise engagée, mais notre raison d'être étant ce qu'elle est, c'est-à-dire prendre le plus grand nombre, prendre en compte le plus grand nombre. Finalement, on s'est conforté, et le contexte social et économique aidant, le contexte du Covid, nous a amené évidemment à dire et à agir sur le fait de rendre accessible ce que nous faisons pour des réalités d'organismes et dans une perspective économique, le rendre accessible au plus grand nombre. Ouais. Et alors là, comment justement ça se met en place, comment ça se structure, et à quel stade aujourd'hui en est la mise en place de cette approche? Alors, c'est fait, le fonds existe, les statuts sont déposés, fonds de dotation priorité à la personne. Priorité à la personne, c'est quelque chose que nous portons de façon singulière depuis, encore une fois, depuis 20 ans. Mais le chemin qui est à faire, si j'ose dire, sans faire un appel, c'est prendre en considération effectivement le côté révélateur de la situation de crise dans laquelle nous sommes entrés et dans lequel nous sommes, pour considérer que là, on a un vrai défi finalement à partager pour le bien commun, et que tout acteur économique et social, tout acteur décideur, tout acteur, qu'il soit public ou privé, doit se sentir concerné par cette question du plus grand nombre et de l'accès à quelque chose qui a révélé, de par la crise, deux phénomènes. Les gens en fragilité, qu'il était déjà, le sont encore plus. Ouais. Parlons de précarité, en tout cas, c'est une réalité. Mais surtout, quelque chose qui est nouveau, un peu comme le papier argentique quand je fais de la photo, cette situation sanitaire, de crise sanitaire, a révélé des
des fragilités vers des publics qui n'avaient pas, ou qui n'étaient pas, ou qui n'étaient pas encore, ou qui n'avaient pas encore mis un pied dans ces difficultés, des fragilités du quotidien, autour des questions économiques, des questions du logement, des questions de rupture de parcours de vie, de situation de santé, mais quelque chose qui est très systémique, parce que évidemment, quand je suis en situation de surendettement, c'est une conséquence d'événements qui doivent être traités de façon globale. Et ça, on l'a repéré, on n'a pas découvert la Lune dans le contexte social que nous vivons depuis le début de cette crise sanitaire. Et en fait, ça nous a explosé à la figure et on l'a observé, capté, si j'ose dire, sur le plan émotionnel et comportemental, en suivant mois par mois la progression et finalement l'émergence de ces situations, de ces nouveaux publics, qui confrontés, et d'ailleurs dans les publics captifs que nous accompagnons, confrontés à des réalités sociales et économiques, où vie privée, vie professionnelle est complètement imbriquée, où des choses dont on parle depuis longtemps, qui sont des fragilités sociales, alors même qu'il y a des aides et une pluie d'aides morcelées, on voit apparaître finalement des fragilités et des personnes et des publics qui n'étaient pas habitués finalement à rentrer dans ce maquis social et administratif et réglementaire. Et ça produit deux phénomènes, mais on l'avait aussi pour la précarité, mais ça produit de l'exclusion sociale, d'une certaine façon, jusqu'à la fracture numérique, parce que on a bien vu d'ailleurs que au moment du premier confinement, le parcours numérique et le parcours digital du fait même des confinements, y compris des services publics, devenait la réponse à la panacée de toute réponse dans un parcours qui était complètement un parcours de combattant et qui finalement, nonobstant le fait de disposer du bon outil pour pouvoir y avoir accès, ça complexifiait et non pas facilitait l'accès aux droits et aux prestations. Ouais. Et je me suis cette captation finalement et cette observation, c'est quelque chose que nous vivons en temps réel. Donc c'est pas un temps d'avance, mais une réalité qui est qu'on est dedans, un peu comme l'urgence climatique. Ouais. On est dedans, et un peu comme l'urgence climatique, on a encore la possibilité d'agir. Encore faut-il que les décideurs et les acteurs et le secteur social et économique est très présent, parce que l'enjeu, c'est bien la proximité et les territoires et la détection de la personne qui passe entre les mailles du filet et qui passe à travers, en fait, un système dont je n'ai pas peur de dire qu'on se glose en disant qu'on a le meilleur système social au monde. Ben oui, mais encore faut-il que les gens soient reconnectés aux aides. Ouais. Donc, en fait, vous amenez 20 ans d'expérience et de méthodes éprouvées sur la capacité à avoir une vision holistique des problèmes, à rendre autonomes les gens dans la résolution de ces problèmes, et surtout de façon durable. C'est-à-dire que c'est pas juste régler les symptômes, c'est vraiment s'intéresser aux causes profondes. Et là, tu disais à l'instant, les statuts sont déposés, le fonds est créé. D'abord, qui est à la gouvernance du fonds? Peut-être deux mots pour expliquer que on a voulu mobiliser autour de DOM+, non pas un seul fondateur, mais plusieurs fondateurs. Et il nous a paru intéressant déjà de mettre à la gouvernance de ce fonds à la fois le monde économique, le monde institutionnel et le monde social. Donc on va trouver des organisations syndicales comme la CFDT en particulier, mais aussi la CFTC. On va trouver un porte-parole très important dans le monde de l'approche et de l'engagement et de la gouvernance des États avec Anne-Laure Kichel, qui est une personne emblématique qui travaille sur l'endettement des États, mais aussi les fragilités sociales et l'approche systémique, et qui insiste sur l'écosystème et l'économie circulaire sur un territoire donné. On va trouver des acteurs économiques et sociaux mutualistes qui vont se poser la question de dois-je franchir le pas au-delà de mes sociétaires ou de mes adhérents? Est-ce que je m'adresse à des publics
et finalement, ça renvoie à l'engagement sociétal de ces acteurs. Donc j'ai mis tous les acteurs du logement avec la Fédération des établissements à but non lucratif, des personnes qualifiées de renom, et tout ça pour considérer que quand on crée une aventure comme ça, il faut 3 conditions. Que le projet soit pertinent. Il est à la fois pertinent parce qu'il est évident, et il est à la fois complexe parce que on est actuellement en situation de réfuter ou de repousser tout ce qui va mal. Or là, on est dans la solution, on est dans la réponse. Mais pour ça, il faut pouvoir expliquer qu'il y a une réalité. Et la réalité, elle est, sans parler de Covid social, du contexte, des impacts que vont avoir la crise sanitaire. Premier point. Deuxième point, il faut un tour de table, enfin, il faut des porte-paroles des caisses de résonance. Et dans ces caisses de résonance, des gens légitimes, encore que on ne cherche pas des personnes médiatiques, on cherche d'abord des gens qui font. Et puis la troisième condition, c'est le financement. Pas de bras, pas de chocolat, et donc l'enjeu du financement, il est très important. Pour autant, la valeur contributive d'un accompagnement aujourd'hui sur le terrain, c'est 1 euro par an et par personne, ce qui ne, quand on considère les choses, a une valeur inestimable, parce que le sujet, c'est pas l'aide et la prestation. On considérait que la meilleure réponse, à partir du moment où on était en proximité avec la personne, que l'enjeu, c'était bien de détecter les personnes qui passaient à travers les mailles du filet. Les premiers acteurs légitimes, c'était ceux qui sont en proximité sur les territoires et l'écosystème du territoire. Avec, bien sûr, et les élus sont très sensibles à ces questions, les acteurs locaux qui font partie, y compris des parties prenantes de ce soir, le savent très bien, que ce soit les réseaux associatifs, que ce soit les services publics, que ce soit les acteurs économiques, parce qu'ils ont des salariés, y compris qui couchent dans leur voiture. Bon, ça, on n'aime pas, mais quand on est un employeur, on partage aussi. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est plus une question de se poser la question pour un employeur, de savoir si la vie privée de mon salarié, j'y ai accès ou pas accès, quand je sais que le 15 du mois, il y a des avis à tiers détenteurs qui arrivent. Donc, le vrai sujet, c'est d'avoir un territoire parce que proximité, parce que détection. Et donc le fond, pour répondre à la question, enfin, le fond, l'Assemblée constitutive du fonds, alors je rappelle, dans le contexte Covid, les difficultés de rencontre, un agenda compliqué, des aléas avec les dispositions sanitaires. Le fonds et l'Assemblée constitutive s'est faite au mois de début juillet. Les statuts ont été déposés de façon très concrète courant juillet. Le bulletin officiel se publie au bulletin officiel début août. Alors, j'ai beaucoup de mal avec l'histoire du pilote, de l'expérimentation et de la preuve de concept. C'est déjà fait. Ça me gratte ça me gratte toujours la gorge en parlant, parce que effectivement, c'est la preuve de concept, ça fait 20 ans et les millions de personnes qu'on a déjà accompagnées. Oui, effectivement. C'est toute la puissance. Alors, en fait, il y a un historique, on est dans une situation qui nécessite finalement d'aller chercher les meilleures solutions là où elles sont, et Dom Plus a pris l'initiative de se positionner pour mettre à profit toute cette expérience. Alors, en t'écoutant, il y a une notion très importante que je n'ai pas située, c'est que, bien sûr, Dom Plus, d'abord, nous sommes des gens de l'ombre, et pas de la lumière, dans la mesure où nous travaillons derrière les acteurs, etc. Donc, cette action est discrète, et par contre, c'est son impact sur les publics et la personne, priorité à la personne, le fonds de dotation priorité à la personne, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Une chose très importante qui est un des fondements de la création de cette initiative sur tout le territoire. Ce n'est pas en lieu et place de ce qui se fait. C'est complémentaire de ce qui se fait, et de combler aussi les angles morts. Et tous les acteurs avec qui j'ai pu m'entretenir, associatifs, que ce soit les services publics, la branche famille ou d'autres, tout le monde s'accorde à dire que, nonobstant les nouveaux publics et les nouvelles questions qui se posent avec l'arrivée de ces nouveaux publics, tout le monde sait qu'on a des gens qui passent en dessous des radars. Et qu'effectivement, si je ne suis pas dans la bonne case, ça ne le fait pas. J'ai moins de 25 ans,
je réfère à la mission locale. J'ai plus de 25 ans, je suis au RSA, mais je suis à Pôle emploi, mais je suis toujours demandeur d'emploi. Je suis un handicapé, j'ai moins d'un âge requis, je réfère à l'allocation handicap. J'ai plus de tel âge, je réfère à l'allocation personnalisée autonomie. Sauf que j'ai toujours mon fauteuil roulant à financer. Et donc, on a un paradoxe. C'est Delevoye qui disait à l'époque, président du CESE, mais finalement, en voulant fabriquer de l'inclusion, on fabrique de l'exclusion parce que je ne suis pas dans la bonne case. Ouais. Je suis un jeune, je veux un contrat de travail. Pour avoir un contrat de travail, il faut une domiciliation bancaire, il faut un domicile. Pour avoir un domicile, il faut un contrat de travail et une domiciliation bancaire. Vu la bamboule, on est dans un truc où, en fait, on est en permanence dans un phénomène de silotage. Et donc, tous les acteurs locaux, que ce soit service public, que ce soit un acteur associatif qui prend de plein fouet une personne par rapport à une situation de précarité ou de fragilité, nécessairement le voit avec l'angle et ne peut pas ouvrir cet angle. Et on passe notre temps, finalement, à reconnecter et à se réouvrir, et on l'a déjà, cette expérience, par rapport à la prise en charge des publics, avec les acteurs locaux, que ce soit les services publics, qui se tournent vers nous pour reprendre en charge la personne dans des dimensions qui ne peuvent pas. Il y a un deuxième phénomène qu'on ne voit pas, c'est que cet effort, et combien le prix de l'effort de prise en charge d'une personne, quand on le mesure à grande échelle, demande quelque part un effort collectif pour permettre l'accès au plus grand nombre. Donc, il y a aussi cette dimension de faire face finalement à la réalité qui est la nôtre, dans un contexte où je rappelle que les gens, et a fortiori qu'ils n'étaient pas fragiles, mais les plus fragiles, ne le souhaitent pas se retrouver en pleine face, comme on dit au Québec, parce que nous sommes nés au Québec, comme les petits débrouillards d'ailleurs, ne souhaitent pas être enragés. Et le vrai enjeu, c'est l'autonomie. Ouais. Et cette autonomie à grande échelle n'est pas simple. Donc on a besoin d'aller vite, on a besoin de financement, et les financements, il y a un effet de levier considérable de cet accompagnement par rapport, y compris, à la remise en bénéfice des aides qui sont proposées, parce que soit on a des gens qui ont accès aux aides, mais ça ne correspond pas aux prestations, soit on a des gens qui n'ont pas accès aux aides, et de toute façon, ça coûte plus cher de ne pas traiter un problème que de traiter un problème. Et pour élargir le dispositif, donc évidemment, il y a un timing qui va dépendre du financement, mais est-ce qu'il y a déjà un agenda qui est prévu ? On a besoin des acteurs locaux mobilisés, que ce soit les acteurs publics, collectivités locales, branches famille, etc., qui sont déjà sensibilisés sur cette question. Je pense à la branche famille en particulier, la CAF. Les acteurs économiques, parce que démonstration du fait qu'on se sent concerné, parce qu'on a aussi ses propres salariés qui sont concernés. Et je répète, ce n'est pas forcément les gens qui sont exclus des systèmes qui sont encore dans l'emploi. Cause nouvelle, et c'est des sujets qu'on a et qu'on partage en particulier avec la CFDT, c'est qu'on voit arriver des salariés qui sont en grande difficulté. Donc des gens qui sont déjà dans l'emploi, ou encore dans l'emploi. Les réseaux de proximité associatifs, bien entendu, évidemment, d'autres territoires devront être identifiés, et on veut généraliser très vite, et on a une approche... mais, encore une fois, si preuve de concept il y a, elle n'est pas dans la capacité à prendre en charge le public, mais à détecter les gens qui passent à travers les mailles du filet. Et ça, tout le monde s'accorde à dire sur cette question. Le sujet, c'est pas... c'est bon, comment je signale, comment je suis... Si je suis un bailleur social, aujourd'hui, on connaît, les bailleurs sociaux savent, voient les impayés. Avec un effet retard, parce que quand la personne est en impayé, c'est qu'elle a déjà traîné et qu'on ne paye plus son loyer. Avant de ne pas payer son loyer, on a des retards de paiement de facture, on ne va pas chez le docteur le 20 du mois parce que trésorerie, ou chez le dentiste, ou avec les enfants. Il y a déjà un effet curatif. Le vrai enjeu, on ne traitera jamais le problème du divorce. Mais par contre, on peut accompagner une situation pour prévenir le surendettement. Quand Crésus est très près, parce que dans l'Est, Crésus est né quand Crésus
déployer toute son approche, c'est parce que véritablement, il y avait l'onde de choc du surendettement et de la capacité à... L'approche globale autour du surendettement nécessite d'autres leviers pour pouvoir accompagner les personnes. Donc, le plus vite possible. Parce que nous signalons depuis 2020 ce qui est en train de se produire d'un point de vue social. Ouais. C'est encore sous le tapis, mais la réalité, elle est ce qu'elle est. Et il y a un autre élément, je terminerai là-dessus, parce que c'est pas le marketing de la peur, mais la question des émotions est très importante. Et ce que l'on vit, nous, aujourd'hui, dans le quotidien des gens que nous accompagnons, qui, quelque part, sont déjà pris en charge, c'est justement pas les gens qu'on voit pas. C'est beaucoup d'inquiétude sur ma situation personnelle, ouais, et beaucoup de colère, avec quelque chose qui en temps réel est nouveau. Quand on prend l'agenda, passe sanitaire, vaccination, j'ai envie de reprendre ma vie en main. Donc il y a un vrai défi de cette réponse, et je pense que tous et chacun, nous nous sentons comme citoyens, comme personnes, comme décideurs, finalement comme acteurs, responsables de ce bien commun ou d'une solution du bien commun. Je répète, on ne met pas en évidence les peurs, on est dans la solution, et ça sera toujours mieux que ce qui se passe aujourd'hui en termes d'efforts. Et pour des personnes qui nous écoutent et qui ont un besoin ou qui connaissent des personnes qui ont besoin d'un accompagnement de ce type, est-ce qu'il y a déjà un numéro de téléphone? Ça va passer par quel canal? Alors, on fait les choses dans l'ordre, si j'ose dire. Il nous faut... alors, d'un point de vue opérationnel, on sait prendre en charge les personnes. On veut pouvoir mobiliser de façon organisée tous les acteurs, en tout cas ceux qui souhaitent être partie prenante. Alors c'est qui les parties prenantes? C'est bien entendu la collectivité ou les acteurs les différents services des collectivités, au moins conseil, département en proximité, les réseaux associatifs, les acteurs économiques, pour avoir une implication de ces acteurs, faire savoir, ouvrir un numéro de téléphone et avoir accès à nos services, ça prend 24 heures et 48 heures. Ingénérer les personnes qui seront acteurs et porteurs, il faut qu'on ait une adhésion locale. Le sujet, c'est pas la coordination. Le sujet, c'est de partager évidemment la même vision. C'est très important pour nous que la collectivité soit mobilisée, qu'il y ait une implication. Et encore une fois, le sujet, quand on parle d'accès au droit, pour une personne, l'accès au droit, ça parle pas pour un individu. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'il est pris dans un espèce de Brésil. La mouche s'est posée sur l'imprimante et il n'arrive absolument pas à sortir d'une situation kafkaïenne, administrative ou réglementaire. Ça lui parle. Je veux changer ma carte vitale, j'ai 2 minutes à l'accueil. Il y a des initiatives locales qui sont très différentes d'un territoire à l'autre. Je rappelle que nous, on est dans un accompagnement à distance et c'est de reconnecter les personnes aux aides. Donc on veut aussi flécher les priorités. L'objectif, c'est d'être prêt avant l'hiver. D'accord. Déjà, félicitations pour tout ce qui a été parcouru, même s'il reste évidemment toujours plein de choses à faire. Mais c'est un premier cap quand même plus qu'important qui a été franchi après de nombreux mois de labeur. On va évidemment suivre la suite de l'aventure, on va essayer d'y contribuer autant que possible. Et puis d'ailleurs, dans un instant, on va aller voir les acteurs économiques de la région pour présenter le dispositif et les inviter à y participer, y contribuer. Encore merci Serge. Et c'est très important les acteurs économiques parce que je rappelle que ce sujet est considéré comme un peu, et le monde associatif le sait et nous le partageons tous les jours, c'est rompre le plafond de verre qu'il y a entre le social, la valeur humaine, c'est de l'économique et stratégique. Voilà. Et je pense que s'il y a quelque chose à tirer parti de la période dans laquelle on vit, c'est de sortir un peu de ce déni d'une situation à laquelle on peut encore une fois répondre en termes de solutions. Merci. 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 Et puis, on va y arriver. Ce sera le mot de la fin. Merci Serge.